Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant sur le plateau Déo et Débat, ravi de vous retrouver. Déo et Débat, vous le savez, c'est l'émission dont je ne peux pas vous dire à l'avance de quoi elle va parler, d'autant que mes invités, il y a encore quelques instants, évoquaient l'hypothèse d'un âpre débat au sujet des clubs de football. Mais je ne suis pas sûre. Rassurez-vous que nous en arriverons là. Il y a bien d'autres sujets également que nous allons aborder avec ceux qui nous ont rejoints ce soir. Jean-Louis Schlegel, bonsoir. Bonsoir. Merci de revenir. Jean-Louis, qui publiait depuis très peu de temps, depuis un mois à peine en librairie, la Bible expliquée aux jeunes aux éditions du Seuil. Voilà. Ça démarre bien. Je crois. Pas sur Amazon, je peux le dire tout de suite. Mais chez les vrais libraires, voilà, il y en a au moins un qui comprend pourquoi je dis ça, c'est François. Voilà, mais bravo Jean-Louis. Voilà. Mais il paraît qu'en librairie, ça marche. Avec vous, François Huguenin, donc anciennement libraire dans une autre vie, mais aujourd'hui éditeur, essayiste, une actualité particulière. Déo et Débat. Formidable, c'est la meilleure. Merci François d'être avec nous. Revient aussi sur les canapés de l'émission Jean-Marie Andrès de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. L'actualité des AFC ? L'actualité, c'est l'actualité des Français, c'est-à-dire les élections qui continuent avec les rencontres de tous les candidats sur le terrain pour les législatives. Merci d'être là, Jean-Marie. Merci aussi à Erwan Le Moredec qui a rejoint ce plateau. Bonsoir, Erwan. Bonsoir, Philippine. Bonne fête. Merci, Philippine. Merci d'être avec nous. Erwan, que certains de nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas encore fait le rapprochement connaissent sous le pseudonyme de Cause Toujours sur les réseaux sociaux, sur diverses publications, sur tous les supports modernes. Et moins moderne. Et moins moderne. Alors allez-y. Avec Identitaire, le mauvais génie du christianisme, paru au Cerf. Voilà. Et dans toutes les bonnes librairies depuis le mois de janvier, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas non, le début d'année. Tout à fait exact. Donc aujourd'hui, aucune excuse pour ne pas le trouver. Et avec nous, Guillaume de Prémar. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Philippine. Merci de revenir également dans le canapé de l'émission. Alors, on pourrait citer plein des casquettes que vous avez. Peut-être un mot de la revue Permanence ? Revue Permanence, qui est la revue d'Ictus, de l'association Ictus, dont je suis le délégué général, qui est bimestrielle. Et le prochain numéro, apparaître dans 15 jours, porte pour titre « La France périphérique doit vivre ». Et je le recommande, avec notamment un long entretien avec Pierre-Yves Gomez sur cette France périphérique. Et il nous explique comment, à son avis, on peut redonner de l'emploi dans la France périphérique en reliant tous ces enjeux aux enjeux plus larges de la globalisation, de la mondialisation. C'est un entretien passionnant. Et à la fin de cet entretien, je me suis dit qu'il ferait un bon ministre de l'économie, mais c'est pas lui qui a été choisi, apparemment. Alors, on va y venir. Juste une précision, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas. Où est-ce qu'on la trouve, cette revue ? La revue Ictus, la revue d'Ictus, vous pouvez vous abonner en vous connectant au site ictus.fr. ICHTUS.fr. Merci Guillaume, et bien sûr vous pouvez retrouver toutes ces informations sur internet et notamment sur le site de KTO. Alors la dernière fois qu'il y a eu cette émission, c'était le vendredi avant le premier tour des élections présidentielles. Nous avions donc pour consigne, puisque c'est la règle en France, de ne pas parler politique, ou en tout cas pas de politique au sens électoral, puisque l'émission étant rediffusée, elle risquait de passer d'abord dans le grand silence médiatique du samedi, et puis après les résultats, ce qui la rendait évidemment moins pertinente potentiellement. Mais nous n'avons plus cette contrainte. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière émission. L'élection d'un président et maintenant la formation d'un gouvernement. Alors quel regard vous portez les uns et les autres sur là où nous en sommes aujourd'hui et puis sur cette séquence d'un mois ? Jean-Louis Schlegel. Personnellement, j'ai été soulagé d'abord que ce deuxième tour ait lieu. Qu'on en finisse, quoi. Parce que quand même, depuis novembre, où ont eu lieu les primaires de la droite, on n'a pas arrêté de s'intéresser, qu'on le veuille ou non, à la chose politique. Alors rassurez-vous, il reste les législatives. Oui, alors c'est pas complètement terminé. Voilà, on a cru respirer, et en fait, on ne respire pas encore vraiment. Mais je fais aussi partie d'une revue qui s'appelle Esprit, qui a depuis toujours intéressé à la politique, et donc j'ai un peu l'impression j'ai eu un peu l'impression d'étouffer à la longue, quoi. Enfin, sous la polémique, quand même la relative violence de cette campagne, les retournements. C'est vrai qu'il y a eu quelque chose de très imprévisible depuis 6 mois tout de même, dont nous avons été témoins, surpris, parfois heureux, parfois atterrés. Je vais être tout à fait franc, moi-même, j'ai été surpris peut-être par une violence intérieure, quoi, du politique, où je me suis dit, mais
On dit souvent que le religieux et le politique sont les deux raisons d'une violence intérieure. Et là, j'ai eu l'impression que le politique était encore pire que la dispute religieuse. Voilà, donc j'ai un moment de soulagement, mais je vois bien que ça repart. Il faut encore attendre un bon mois avant qu'on en finisse. Enfin, c'est peut-être un peu malheureux de parler comme ça. Je suis un peu malheureux de parler comme ça parce que je suis plutôt de ces gens qui croient à la politique. Je suis persuadé qu'il faut aller voter. Enfin, je ne dirai jamais à personne de s'abstenir, etc. Mais je reconnais qu'on est devant un cycle là quand même difficile pour le pays. En même temps, ça témoigne d'une attente très forte. Donc probablement de l'existence d'enjeux très importants qui sont certainement responsables en fait de cette tension. On se demande finalement si l'un ou l'autre de ceux qui se présentent au suffrage va trouver la clé à ces problèmes. Donc je pense que on est obligé de faire un peu cette amitié à tous ceux qui sont un peu tendus, de se rendre compte que les enjeux qu'ils vivent sont suffisamment importants pour que finalement ça les angoisse. Aujourd'hui, c'est vrai malgré tout qu'on a changé un peu de climat, c'est-à-dire que on est passé de cette espèce d'attente où des choses très inhabituelles étaient possibles à quelque chose où maintenant c'est comme un théâtre qui se déroule et où on attend en fait les scènes qui passent les unes après les autres. Et donc on est plus dans le spectacle, j'espère, oui, dans le bon sens du terme. Puis c'est localisé, régionalisé tout de même. Hein, il y a une espèce de diffusion. Voilà. Oui, c'est amusant parce que je pensais qu'on allait évoquer ce genre de thème tout à l'heure. Et dans le métro, je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter? Parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup parlé ces temps-ci, qu'on a beaucoup dit de choses. Et en fait, là, tout de suite, en vous entendant, et notamment en entendant ce que dit Jean-Louis, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, pour ma part, il y a eu une rupture au moment de l'élection. C'est-à-dire que pendant toute la période électorale, y compris d'ailleurs pendant les primaires de la droite, qui ont été très violentes, notamment chez les catholiques, j'ai essayé, y suis-je arrivé, je ne sais pas, de parler beaucoup à mes coreligionnaires, et notamment pour qu'ils puissent se parler, même quand ils étaient dans des positions politiques différentes, voire parfois très opposées. Et en réfléchissant, là, je me rends compte que depuis l'élection, eh bien, je suis passé à autre chose. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la France réunie. C'est pas que ça m'intéressait pas avant, mais j'étais vraiment très inquiet sur certaines positions politiques des catholiques, pour être très clair. Et donc, j'ai beaucoup investi là-dessus. Et maintenant, je me dis, bien, nous avons un nouveau président, nous avons un nouveau gouvernement, et en fait, quelles que soient nos positions politiques, nous devons, me semble-t-il, avoir une seule volonté, c'est que la France réussisse. Et alors après, comment faire? Mais en tout cas, j'ai envie de me mettre dans cette dynamique-là. Voilà. Oui, pour faire... Tout le monde fait des synthèses, mais entre cette violence et cette volonté-là, je pense qu'effectivement, on se rend bien compte qu'on ne pourra pas vivre non plus dans 5 ans une élection qui aura redoublé de violence parce qu'on aura vécu un échec pendant 5 ans. Ça a été effectivement suffisamment pénible. Et comme François le dit, ça a été pénible également entre catholiques pendant la primaire, pénible entre catholiques entre les 2 tours. Et donc, quelles que soient nos réserves sur le gouvernement actuel, sur le pouvoir actuel, et même si ça n'implique pas d'aller nécessairement dans son sens, c'est vrai que moi j'ai trouvé que, notamment le titre qu'avait choisi La Croix pour un dossier qu'ils ont fait « Réparer la France », c'est un peu ça, quoi. C'est aujourd'hui, je pense qu'on a besoin, on a beaucoup parlé de nation. À un moment donné, voilà, il faut qu'on se pose la question, il faut qu'on arrive à refaire une nation et donc à travailler ensemble dans la conscience qu'effectivement, on n'aura pas 36 nouvelles chances de relever un peu le pays et qu'on ne veut pas se retrouver dans 5 ans dans une situation encore plus rude et encore plus violente. Je crois qu'effectivement, tant le président que le Premier ministre n'ont pas aujourd'hui une cote de confiance exceptionnelle. Je pense que tout le monde est dans une vraie attente. Il y a une vraie nécessité de réussir ce quinquennat. Donc oui, si on peut apporter d'une manière ou d'une autre,
Il y aura des manières différentes, mais apporter notre concours pour qu'il réussisse, ce sera une bonne chose. Guillaume, c'est votre sentiment aussi? C'est vrai que les passions politiques sont toujours violentes. Par nature, elles sont violentes à travers l'histoire. Donc ça n'est pas nouveau ce que nous venons de vivre de ce point de vue. Cependant, il y a quelque chose d'assez particulier qui est peut-être lié au fait qu'à la violence s'est ajouté un niveau de médiocrité rarement atteint. Et ça, je crois que c'est un choc. Le débat du deuxième tour en a été le témoin parfait, malheureusement. Ce niveau de médiocrité ajouté à la violence et ajouté au contexte qui était évoqué par Erwan Le Moredec, à savoir que ce sentiment un peu général, ce qui est dans l'air, c'est qu'effectivement, c'est la dernière chance de remettre une pièce dans la machine pour qu'au bout du compte, il n'arrive pas quelque chose de grave. Quoi, on ne sait pas, mais quelque chose de grave. Et là, bien évidemment, ça accentue les tensions. Et chacun a pu imaginer que telle personne devait être la pièce à mettre dans la machine. Certains ont imaginé que ça pouvait être François Fillon. François parlait des catholiques, de leur position très tendue sur ces questions-là. Donc François Fillon a incarné un certain espoir pour beaucoup de catholiques qu'il était la dernière chance. Et François Fillon avait vraiment cette sémantique « je suis le seul qui ». Alors une fois que François Fillon a perdu, s'il était le seul qui, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a nul autre ? Et maintenant, c'est Emmanuel Macron et c'est lui le patron. Donc, c'est lui le patron. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut qu'il réussisse, il faut que la France réussisse. Si vraiment on est à cette situation au pied du mur de faire quelque chose avant qu'il n'arrive quelque chose de grave, de recoudre la France, il faudrait presque faire l'union sacrée comme en 14-18. Hein, symboliquement, l'union de Foch et de Joffre, je ne sais quoi. Mais bien évidemment, ça arrive dans un moment où les fractures sont telles qu'il y a de telles méfiances et il y a cette fracturation de la France qui est très nette. La France périphérique, j'en parlais en introduction. Cette fracture socio-géographique qui est très grave. Si le président de la République ne s'y attaque pas, il n'arrivera pas à gouverner. Il n'arrivera pas à obtenir l'adhésion du peuple pour l'emmener dans un projet, parce que lui, il a bien compris que la France était un peuple, le peuple français avait besoin de se réapproprier la marche de son histoire. Donc il lui propose une marche de l'histoire, en entrant dans ce monde globalisé comme un vainqueur, dans l'hyper-compétitivité, c'est ça son projet, c'est ça sa mystique. Mais si il ne recoupe pas la France avec ses fractures socio-géographiques, il n'y arrivera pas. Et deuxièmement, il n'y arrivera pas s'il ne règle pas cette question incroyable de la partition qui menace dans les banlieues, parce que je crois que le mot partition n'est pas exagéré. Alors, je n'ai pas pris une tablette parce que je craignais de m'ennuyer en votre compagnie, ce ne serait pas du tout crédible. Je l'ai prise pour pouvoir suivre ce qu'il se passe, parce que je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez réagir à cette émission et donc intervenir dans nos échanges, en particulier avec le hashtag Déo et Débat. Et donc, n'hésitez pas à le faire et nous discuterons ensemble avec également vos réactions. Guillaume, vous avez employé le mot mystique, c'est quelque chose qui a déjà été abondamment commenté. Il y a quand même une mise en scène, une mise en forme quasi messianique dans à la fois la campagne, mais aussi les débuts du président Macron, non ? Ça vous frappe pas les uns et les autres, Jean-Marie ? Moi, ça m'inquiète. Pour une raison qui est... je repars d'un mot un peu violent que Guillaume a prononcé, celui de la médiocrité, qui m'a un peu choqué. Pourquoi il m'a choqué ? C'est que la médiocrité, c'est l'attribut que l'on donne à un comportement parce qu'on pense qu'il n'est pas à la hauteur d'un enjeu. Je pense que, en réalité, ce qui se passe, c'est que les enjeux sont très compliqués, très forts, et que cette médiocrité, en réalité, elle révèle une chose, c'est que on a beaucoup essayé beaucoup de choses et tout ça n'a pas marché, et qu'on se demande bien si celui qui a été élu va y arriver aussi. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, je pense qu'on est un peu perplexe, un peu dans l'attente. C'est plus de l'impuissance que de la médiocrité et donc, moi, je pense que oui, c'est vraiment de l'impuissance. On est un peu comme la mouche devant un carreau qui essaie de trouver la sortie et qui tape sans espoir aucun. Et ça, je le prends au sérieux parce que ça montre certainement que la France, son économie, sa sociologie, etc., sont face à des défis qui ne sont pas des défis habituels. Et qu'une des déceptions qui pourrait être la nôtre, c'est d'essayer encore des vieilles solutions parce qu'elles vont continuer à ne pas marcher. Et ça, je pense que c'est pour ça que la mise en scène qu'on nous propose aujourd'hui m'inquiète. C'est parce que je me demande si ce n'est pas finalement les mêmes mises en scène, sans doute plus abouties qu'elles ne l'ont jamais été. Il y a un mot d'ailleurs de ce point de vue-là que je trouve intéressant, on parle de recomposition. Si on est en train de faire
simplement qu'une recomposition, alors on va tout rater, puisqu'en fait, recomposer, c'est composer autrement ce qui a déjà raté. Et donc, avec on va les mêmes rater autrement. ingrédients, en tout cas. Mais alors, vous le dites comme ça, on entend bien quand même aussi en ce moment cette aspiration, mais aussi cette déclaration que c'est quelque chose de nouveau, que c'est une ère nouvelle, que c'est une nouvelle manière de faire de la politique, une nouvelle approche, un nouveau mode de recrutement aussi des responsables. Je pense quand même que, évidemment, on est au tout début du quinquennat. Aujourd'hui, on ne peut pas être malveillant par principe, on ne peut pas considérer... Macron va peut-être échouer totalement, aujourd'hui on ne le sait pas. Mais en revanche, je ne trouve pas inintéressant que quelqu'un de jeune, qui pourrait vouloir être purement dans le côté marketing, soit dans une prise de distance vis-à-vis du tempo médiatique, soit dans une volonté de rétablissement d'une certaine verticalité, quasiment, vous parliez de mystique, effectivement, quasiment de transcendance, et que de ce côté-là, on retrouve finalement chez quelqu'un de si jeune, et il est quand même plus jeune que moi. C'est incroyable, je ne pensais pas que ça existait. Moi non plus, je ne pensais pas qu'il y avait des gens plus jeunes que moi, il y a quand même quelqu'un de plus jeune que moi en France. Et il est président. Non, en fait, il est président de la République. Erwan, je suis désolée, en fait, il faut le dire dans l'autre sens maintenant, il faut vous habituer à dire « je suis plus vieux que le président de la République ». Oui, c'est là où ça fait un peu mal, généralement. Voilà, mais je m'entraîne. Le Premier ministre est un petit peu plus vieux que moi, j'ai encore un peu de marge. Pas beaucoup. Mais de fait, voilà, c'est quelqu'un qui... finalement, nous renvoie à des époques où les présidents de la République parlaient correctement français, où ils estimaient pas que pour faire plaisir au peuple, il fallait faire peuple, parler peuple et taper sur le bide des Français. Il reprend une certaine forme de présidence un peu plus élevée. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne sait pas si ça va déboucher sur une réalité, si ce ne sont que des intentions, si finalement ce ne sera que de la com faite autrement. Mais néanmoins, pour moi, c'est un préalable parce qu'effectivement, on a tenté l'hyper-présidence, on a tenté la présidence normale, retrouver une présidence qui coïncide un peu plus avec la Ve République et probablement avec ce que les Français apprécient finalement d'un fonctionnement républicain quasi-monarchique, pourquoi pas ? Ce que tu dis et ce que disait Jean-Marie m'amène à deux réflexions très, très courtes. La première, c'est que quand même j'ai été très frappé, et pourtant je n'ai pas fait la campagne d'Emmanuel Macron au deuxième tour. J'ai été très frappé par sa manière d'habiter la fonction présidentielle, qui pour moi est inédite depuis François Mitterrand. Vraiment, en France, parce que je trouve que ni Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande n'ont habité dans les premiers jours, dans ce qu'on peut constater aujourd'hui, la fonction présidentielle de rassemblement, comme Emmanuel Macron le fait aujourd'hui. Et puis, là où ce qu'a dit Jean-Marie fait écho en moi, et je ne sais pas trop quoi en penser, mais j'ai été absolument, je vais vous le dire, très ému, voire bouleversé par la fin de son discours, le soir, quand il a dit « Je vous servirai avec humilité et avec amour ». C'est ce que toute ma philosophie politique me fait penser comme étant la quintessence du pouvoir. Être un serviteur, et l'amour, c'est pas un mot galvaudé, c'est l'amour et la politique ont quelque chose à faire ensemble de très profond. Donc en réalité, il a touché tellement en discours la quintessence de ce qu'il faudrait pour notre pays que évidemment, si ce n'était pas à la hauteur de ces mots qui sont des mots terribles parce qu'ils sont engageants, profondément engageants. Alors là, c'est plus qu'une promesse de diminuer le chômage. Là, on est sur le fondement de la politique. Si évidemment ce n'était pas le cas, ce serait terrible. Et donc on est quand même, enfin moi je suis un peu, enfin j'ai l'impression de tanguer aujourd'hui. Et mon tempérament optimiste me fait dire chiche, allons-y, croyons-y un petit peu.
On peut pas préjuger de ce que sera le quinquennat d'Emmanuel Macron, en effet, parce que compte tenu de son âge et compte tenu du fait qu'il se réapproprie lui-même l'image qu'on peut avoir du pouvoir en France et de la fonction politique, ça je suis tout à fait d'accord. Pour moi, Emmanuel Macron, ce qu'il présente pour le moment, c'est une espèce de produit hybride de l'âme française et de l'hypermodernité. Et ça, il l'incarne, et il incarne la fonction presque quasi monarchique ou monarchie républicaine, comme on dit, etc., avec une volonté et avec tous les codes qu'il faut, tous les codes symboliques et même plus qu'il ne faut parfois. Simplement, il faut voir que jusqu'ici, on avait des hommes politiques, et même Hollande, qui n'a pas été élu très vieux, même Sarkozy, qui n'a pas été élu très vieux, mais qui avait déjà 20 ou 30 ans d'habitus politique, c'est-à-dire de vie politique. C'est-à-dire que quand on a 20 ou 30 ans de choses qui s'imprègnent en soi, de manière de faire, de fonctionner, on ne change plus, ou à la marge. C'est-à-dire que, comme on dit, à 60 ans, on ne change pas le bonhomme, quoi. Vous voyez ? Macron, je pense que c'est un homme qui devrait présenter une certaine plasticité. C'est-à-dire que l'animal politique Macron va se dévoiler au fur et à mesure des événements. Et je le crois assez pragmatique et peu idéologue, en fait. Et on ne peut pas imaginer quels vont être les événements auxquels nous allons être confrontés. On peut en imaginer quelques-uns, mais enfin, on sait que les dangers sont nombreux, les situations de crise sont... les sujets de crise sont nombreux. Et c'est là qu'on va voir le maçon au pied du mur. Et je pense que si on peut chercher un avantage aussi à cette élection d'Emmanuel Macron, c'est cette plasticité. C'est-à-dire que c'est peut-être qu'il va pouvoir incarner quelque chose face aux défis. Le maçon au pied du mur, évidemment, il y a eu quelques mauvais esprits qui ont souri. Oui, à parler franchement. À parler franchement. Oui, c'est parce que je parlais des symboles excessifs aussi. Oui, parce que j'aime le symbole, mais peut-être qu'il y avait un petit excès dans le cadrage derrière la pyramide, en effet. Mais donc le maçon au pied du mur. Tout ça, il y en a un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que de fait, il y a aussi un champ lexical qui parle à des chrétiens notamment, mais aussi à beaucoup d'autres, et puis des images ou des signes qui peuvent parler soit aux libres penseurs, soit aux francs-maçons, puisqu'on en parlait, soit à d'autres familles de pensée. Ce qu'a dit François, c'est ce qu'on attend depuis qu'on est né à la chose politique, depuis qu'on est gamin, on s'intéresse à la chose politique. Quelqu'un qui serve la France avec amour et humilité. C'est ce qu'on attend de la politique. Moi, je suis un peu inquiet à vous entendre. J'ai un rôle qui m'est pas habituel, mais moi, je suis préoccupé parce que je pense que quand il y a des problèmes importants, des problèmes forts, des problèmes qu'on ne règle pas depuis longtemps, je ne crois pas qu'on puisse sérieusement penser qu'on va les régler parce que quelqu'un va chausser, en fait... les bottes de 100 lieues du grand président, du grand monarque. Je pense que le pari énorme, en fait, qui est devant, il n'est pas tellement dans le décorum que dans la capacité qu'aura le système politique Macron en tête, et moi, très bien s'il dirige en bon chef d'orchestre, à expliquer les problèmes et à montrer que demain, la France peut être grande, peut être heureuse, même si elle est très différente. Mais pour être très différent, s'il faut commencer par jouer un vieux décorum, ça, je trouve que c'est en dissonance. Hein. Alors, je comprends que ça nous fasse plaisir, parce que, d'une certaine manière, quand les choses vont mal, on a tendance à se dire « avant, c'était mieux ». Et on attend... D'ailleurs, c'est très intéressant, quand on voit les scores, finalement, des différents courants politiques qui ont été représentés soit au cours des primaires, soit au premier tour des présidentielles. Ce qui est extraordinaire, c'est que finalement les suffrages exprimés pour les différentes options, ils étaient très morcelés. Hein. D'ailleurs, on dit que Emmanuel Macron est mal élu, ce qui est vrai, hein, puisqu'en fait il a un petit score. Et ça montre quoi ? Ça montre en fait que les Français savent qu'il y a des gros problèmes, mais en revanche, ils ont tous tendance en fait à tirer à Huadia et à regarder dans le passé. Alors ce serait plutôt Mélenchon à réimaginer que, en revisitant du Marx pur et dur, on va retrouver les vieux ressorts Mélenchon, d'ailleurs, apprécie beaucoup les patrons, parce qu'au moins, c'est le vieux cirque habituel où on sait sur qui on peut taper et dans quelle poche on peut taper aussi. Et ainsi de suite. Hein. Et justement, je pense que si on ne fait que du décorum, je crains que l'on esquive un besoin qui est les Français doivent prendre conscience des problèmes, qui sont partie prenante à ces problèmes, et que la solution passera par leur capacité à lâcher ce qu'ils tiennent aujourd'hui d'une main, et comme un enfant qui apprend à marcher, qui n'ose pas
lâcher cette rampe. En parlant de la France en morceaux, je n'imagine pas que le décorum dont on vient de parler, ou de la mystique dont on vient de parler, puisse suffire à elle seule à résoudre tout ça, ceci dit. Oui. Je suis un peu ennuyé pour parler d'Emmanuel Macron, parce que je le connais. Pas très très bien, mais par esprit. On lui a demandé de partir de la revue du comité en janvier. Alors on pensait que ça durerait quelques mois, et ça va au moins durer 5 ans de plus, s'il a encore envie de revenir après. Alors, bon, moi je dirais, à titre personnel, je trouve que c'est un homme droit. Enfin, il y a une droiture chez lui. Donc j'ai un peu souffert parfois des attaques quand même dures qu'il a subies pendant la campagne. Mais enfin bon, ça faisait partie de la campagne. Alors, je suis assez sensible à ce que dit Cause ou Erwan, Le Moredec ou François, à une certaine stature un peu gaulienne, quand même. Mais c'est vrai que ma sensibilité personnelle aurait été plutôt vers une présidence, mais digne, à l'américaine, quoi, quelque chose de plus décontracté, de plus proche. Mais je suis assez sensible à ce que vous dites. J'aurais volontiers dit ça aussi, quand même, qu'il soit capable d'imprimer un peu d'expliquer, d'imprimer un peu de dynamique. C'est ce qu'on attend tous de lui. Alors on a envie de le soutenir. Enfin, je suis un peu dans cet état d'esprit aussi. Mais c'est vrai que je reconnais, voilà, ma sensibilité aurait été plutôt dans quelque chose de plus... Moins monarchique. Oui, d'obamanien, peut-être moins, pas monarchique, parce que je dis parfois, je dis à d'autres en rigolant ou en riant qu'il aurait 10 kilos de plus, ça irait beaucoup mieux. Il y a une espèce... Ce serait François Hollande. Une espèce... Non, mais il aurait peut-être 10 cm de plus en hauteur aussi, je ne sais pas. Mais il est un peu plus grand que Hollande, mais il n'est pas très grand. Il fait 1m73. Une espèce de... 73. Vous voyez ce que je veux dire, il y a une espèce d'épaisseur, quoi, dont j'ai l'impression que... Et je le dis malgré que je le connaisse un peu, donc je trouve qu'il y a quelque chose qui manque quand il veut se donner cette dimension. Cela dit, c'est vrai aussi qu'il y a eu une telle dérive de la présidence dans les derniers présidents, il faut bien le reconnaître, qu'on se dit, il a raison peut-être de tenter quelque chose de symbolique. En tout cas, il y a eu une désacralisation totale de la fonction. Et là, de marquer la distance, de marquer la hauteur. Peut-être qu'il a raison. Alors, le président Macron, évidemment, nous allons voir, ça fait quelques jours, donc on verra bien si cette épaisseur vient et si la fonction fait l'homme. Mais il y a aussi le gouvernement. Puisque précisément, il a déjà été indiqué que le président se tiendrait où doit se tenir le président et donc pas dans le tempo de la gestion des affaires quotidiennes. Donc on a maintenant connaissance de la composition du gouvernement et il y a eu de part et d'autre, et de façon d'ailleurs assez variée, mais dans les milieux chrétiens et catholiques en particulier, pas mal de réactions à telle ou telle nomination. Alors ça m'intéresse évidemment de savoir quel regard vous portez là-dessus. On a déjà eu un tweet sur Madame le ministre de l'égalité homme-femme qui évidemment fait beaucoup parler pour des vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou des discours qu'elle a tenus, qui mélangent beaucoup de choses, on peut le dire, sur laïcité, fait religieux, religion, liberté de la femme. Enfin, c'était pas tout à fait bien... Il faut une erreur de casting à chaque gouvernement. Donc, c'est celle-là. Voilà. Et s'il y en a qu'une, s'il y en a qu'une, ça va encore. Pour l'instant, c'est notre nouveau GPRF, c'est le gouvernement provisoire de la République française. On va voir s'il survit au mois qui s'écoule. Mais c'est vrai qu'à la rigueur, on peut être amusé de voir à quel point ce gouvernement a été critiqué à gauche, critiqué à droite. Pour quelqu'un qui vient plutôt de la droite, je trouve que ce sont presque les ministres de droite qui sont les plus décevants dans l'affaire. Donc à côté de ça, on a un ministre de l'Éducation nationale il y a eu une mini polémique parce qu'il était trop apprécié par une association SOS Éducation qui est un peu trop marquée à droite. On a une... Et visiblement, celle qui
à qui il a succédé n'a pas beaucoup apprécié Non. le Pour passage de relais. Pour notre plus grand déplaisir, elle a fait la moue. Mais on a une ministre de la Culture qui a été saluée par un éminent personnage, Vincent Montagne. Donc on peut se dire qu'il y a... Président de KTO, je précise, puisque comme on le fait dans les pages de la bonne presse. Et président du syndicat national de l'Église. Mais du coup, effectivement, on a il y a des appréciations, il y a effectivement des compétences, où après il va quand même falloir voir, parce que effectivement la société civile, ça ne veut pas dire, alors Jean-Michel, c'est bien Jean-Michel Blanquer, est quand même quelqu'un qui est assez rompu au fonctionnement de l'administration de l'éducation nationale, mais c'est vrai qu'être issu de la société civile, ça n'a pas toujours été une grande garantie de succès, parce qu'il faut avoir aussi, être rompu au jeu politique, être rompu aussi, savoir gérer une administration, mais bon, il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de profils dont on peut difficilement être mécontent quand même. Mais là encore, je me demande si c'est pas en très bien scénarisé du déjà vu. Enfin, on avait vu le président Sarkozy aussi faire rentrer les gens plutôt à gauche. Il faut quand même se souvenir que c'était pas des C'était pas le postes Premier importants. ministre. Et c'était pas le ministre des Finances non plus. Non, mais là, il avait fait rentrer aussi des personnes de la société civile. Je trouve que c'est très bien fait, au sens où ils sont choisis avec beaucoup de minutie, tout ça est réglé comme du papier à musique, ça c'est parfait. Pour moi, ça pose un problème plus dense, en fait. Le premier, c'est que, évidemment, on reçoit un gouvernement qui est censé être différent. Puisqu'en fait, c'est la promesse, c'est le rêve que l'on nous a vendu avec le président Macron. Il est censé être différent. Et la première chose qu'on fait, évidemment, c'est qu'on le regarde avec les yeux habituels. C'est-à-dire, celui-ci, est-ce qu'il est vraiment à droite? Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est vraiment à gauche? Est-ce que c'est vraiment la société civile? Donc, de ce point de vue-là, moi, je m'impose une espèce de jeûne de commentaires, parce que je pense que si le gouvernement doit fonctionner différemment, il faut commencer par ne pas le regarder avec nos critères habituels. Donc voyons-les comment ils vont travailler. Là où je suis plus sceptique, c'est que je pense que comme les problèmes sont vraiment d'une nature très forte et que beaucoup de gouvernements s'y sont beaucoup essayés, ils ont mis déjà plein de spécialistes qui ont tous échoué, des spécialistes de la politique, des spécialistes techniques, parce que des techniciens, on en a eu aussi au gouvernement. J'essaye de comprendre en quoi, justement, dans le choix, il y aurait quelque chose de nouveau, et pour l'instant, je ne le vois pas. Et alors, sans aller chercher les vieilles lunettes de gauche, droite, X, Y, peu importe, j'imagine qu'aux associations familiales catholiques, on a scruté quand même un peu le parcours des uns et des autres, la pensée des uns et des autres sur un certain nombre de sujets. L'absence, par exemple, du ministère de la Famille, qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle en soi, c'est pas parce qu'il y a un ministère de quelque chose que ça se passe bien. Mais j'imagine du coup que vous êtes interrogé pour savoir de qui ça allait dépendre cette affaire-là, et le ministre en question, quelle est sa vision anthropologique? Est-ce qu'on en sait déjà quelque chose? Non ? Pour l'instant, les anticipations ne sont pas très aisées à faire, puisque il y a une autre difficulté qui s'ajoute à ça, c'est que chaque ministre a son passé. Pour autant, c'est quand même un gouvernement qui a été choisi pour mettre en place un projet. En toute hypothèse, c'est le projet qu'ils doivent défendre pour gagner les élections. Donc on peut imaginer qu'ils seront extrêmement harmonisés autour de ce projet. Et donc je pense que, en tout cas pour les 3 semaines, 1 mois qui vont venir, on ne va pas tellement entendre les ministres se positionner par rapport à ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont pu raconter, mais vraiment par rapport au projet qui leur est imposé, pour lequel ils ont été choisis. Donc aujourd'hui, on peut très peu conjecturer sur ce que ça va donner. Après, en fonction des résultats des élections, là, il y aura peut-être des remaniements ministériels, il n'y aura peut-être pas de remaniements ministériels, et c'est à ce moment-là qu'on pourra se poser les questions sur les sujets qui sont choisis et sur la manière de les traiter. Donc, ça dépendra aussi du résultat des législatives, de toute façon. Exactement. Donc, mais je pense que d'ores et déjà, quand même, il y a quelque chose de nouveau. Je ne pense pas que ce soit comparable, ce qui s'est passé en termes de recomposition des familles politiques, avec les ouvertures de Sarkozy, avec Kouchner, etc. Je pense qu'Emmanuel Macron a fait tomber le théâtre d'ombre du clivage droite-gauche.
Et en fait, il y a une confusion qui se crée, parce que maintenant, on arrive avec des législatives, avec des candidats socialistes qui seraient des députés d'opposition, des candidats socialistes qui seraient des députés de majorité, et pareil côté les Républicains. Donc tous les cas de figure sont possibles, donc il y a une confusion, mais cette confusion est le fait d'une clarification de ce théâtre d'ombre qui tombe, que le maire ait rejoint Macron, c'est logique, il n'a rien trahi, il partage les options fondamentales d'Emmanuel Macron. Pareil pour le Premier ministre Édouard Philippe. Et c'est logique ce qui arrive. C'est simplement qu'on a cessé ce grand mensonge, ce faux clivage où il fallait cliver pour gagner une part de marché sur un segment du marketing politique, et qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron rassemble à lui ceux qui partagent les options fondamentales qui sont celles, à mon avis, de l'infrastructure économique mondiale globale et celles de la superstructure culturelle de notre postmodernité occidentale. Et ça fait plein de mots avec plein de syllabes. En gros, ceux qui sont d'accord avec l'ultracapitalisme mondialisé et ceux qui sont d'accord avec cette culture mouvante, sans anthropologie, avec ces mœurs qui bougent, les nouvelles mœurs. Oui, libéral-libertaire, c'est un peu en faire des épouvantails. Mais c'est ceux qui partagent ce projet pour le monde. Et Macron, avec talent, a proposé cette vision du monde, de manière assez tempérée d'ailleurs, puisqu'il y a imprimé une dimension sociale, parce qu'il sait bien que ça laisse des laissés pour compte sur le bord de la route, il le sait très bien, mais il a proposé cette vision du monde, et il a dit, la France, elle doit être grande dans ce monde-là, qui est un monde unique, qui est un monde qui s'impose à nous. Donc il a repris cette idée de grandeur française, non plus une grandeur qui repose sur une identité figée, mais sur quelque chose qui est mouvant, le bougisme permanent, en marche vers ce monde, etc. Et je crois que ceux qui partagent ces options fondamentales s'agrègent à Emmanuel Macron. Donc, comme l'a dit Gérard Collomb, le clivage n'était pas, en fait, à l'extérieur des partis politiques, il était à l'intérieur, et ce théâtre d'ombre tombe, et moi je m'en réjouis, et je me réjouis de voir le PS en crise, je me réjouis de voir les Républicains en crise, et le Front National aussi en crise, il a mis tout le monde en crise en fait. Oui, et ça vous réjouit? Je suis assez d'accord. Oui, ça me réjouit qu'ils mettent les partis en crise, ça c'est incontestable, j'en suis à la limite, je ne pensais pas que ça réussirait aussi bien. Mais quand même, je trouve les 5 ans dont on sort, on voit bien... quoi qu'on pense de M. Hollande, finalement de sa politique, mais la présence des frondeurs pendant presque 5 ans a quand même empêché pratiquement ce gouvernement de gouverner. Est-ce qu'il y aurait eu des frondeurs à droite? C'est pas tout à fait exclu, non plus, si M. Fillon avait été élu. Oui. Donc je suis d'accord un peu. Toute la tendance Guénaud. Il fallait sortir de l'hypocrisie, quoi, à un moment donné. Or, Macron l'a fait, finalement. Oui. Au fond, c'est encourageant. Si on vous écoute, ça veut dire que le jeu politicien occupait l'essentiel des énergies. Oui. Et que du coup, en mettant le bazar que vous venez de décrire, Guillaume... c'est encourageant, oui et non, parce que ce qui est encourageant, me semble-t-il, je crois qu'on est assez d'accord un peu tous là-dessus, c'est que Macron a réussi un tour de force qui est celui de faire clarifier beaucoup de choses. Après, moi, ce qui me frappe, d'ailleurs, ça se sent même autour dans notre enceinte, c'est qu'on est un certain nombre à être plutôt d'une sensibilité dite de droite, ou des droites, je ne sais pas comment on peut dire. Moi, je ne vous ai pas dénoncé, pour l'instant. Ce que je veux dire, mais on voit personne, finalement, n'est tellement vent debout contre Emmanuel Macron. Tout le monde a plutôt envie qu'il réussisse. Pourquoi aussi? Parce qu'en face, le projet, y a-t-il un projet alternatif réel? C'est ça le problème, il n'y a pas d'opposition crédible. Y a-t-il autre chose qui est proposé? Vous voyez, quand je dis ça, c'est pas pour donner un quitus à Emmanuel Macron, mais y a-t-il en face un projet crédible qui tient la route? Les deux extrêmes, Mélenchon, Marine Le Pen, franchement, c'est assez difficile de penser qu'ils ont un vrai projet crédible pour sortir la France de l'impasse. Et quant à cette droite qui pourrait être une droite... qui ne serait pas l'extrême droite, mais qui serait sur un certain nombre de valeurs, de convictions, qu'on peut appeler conservatrices ou pas, je ne sais pas, elle n'existe pas vraiment. Non. On a pensé à un moment donné qu'elle existait avec François Fillon en habillant la mariée, mais de toute façon, la fusée a explosé en plein vol. Donc, en réalité, c'est à la fois encourageant et un peu désespérant, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, d'une certaine façon. Oui. Oui, je suis d'accord, parce que moi qui suis plutôt opposant, d'une certaine manière, au monde ultra-capitaliste que j'ai décrit, etc. Bon, je reconnais, je dis, il n'y a pas d'opposition crédible. Oui. On est à poil, d'une certaine manière, vous voyez, il n'y a rien, quoi.
Donc, C'est de là que quelque si on veut chose peut naître. s'opposer à cette marche du monde, il Bien faut sûr, créer non, quelque mais- chose de crédible. Non, juste tout à l'heure, tu parlais du fait de cliver. Et là, évidemment, c'est normal qu'on parle beaucoup de politique, mais à un moment donné, moi je me dis aussi qu'ils nous foutent la paix, tout simplement. Pendant quelque temps, la politique, ça se résumait à ça, savoir cliver. On avait certains qui, je ne vais pas donner leur nom pour pas être désagréable, mais Si, qui si, disaient, donnez. Sarkozy, on voyait dans certaines interviews, il disait il faut du gros rouge qui tâche parce qu'il va falloir cliver. Ensuite, on ne peut pas dire que ce qui s'est passé sous le quinquennat de Hollande n'ait pas été du clivage frontal et parfois violent. Maintenant, tout ne se fait pas en politique. Et si, à la place de cette espèce de mantra où la politique, c'est cliver les Français, on a un rassemblement qui peut échouer. Il ne s'agit pas d'être naïf, et je n'ai pas non plus fait la campagne d'Emmanuel Macron, et je ne suis pas non plus adhérent En Marche, mais à la rigueur, qui s'occupe d'un certain nombre de sujets, que la société civile, les intellectuels, les penseurs, etc., s'occupent du reste, éventuellement, de ce débat-là, et qui nous laissent vivre. Et qu'ils arrêtent d'essayer de nous cliver, qu'ils arrêtent de nous faire passer des années à rebondir de polémique en polémique, où en fait, on ne peut plus, quand on parle, même quand on a parlé, c'est un sujet que peut-être un peu traité, quand on a parlé d'identité nationale, très bien, parlons d'identité nationale, mais entre gens qui savent en parler tranquillement, pas animés par des politiques qui cherchent à en faire inévitablement quelque chose pour gagner quelques points dans les Oui, sondages parce que nous, on et clive pour pas non plus cliver. dans nos débats. Tu parlais Bien d'identité sûr, c'est ça. nationale. Quand ton livre est sorti avec l'avis qui fait son dossier sur les identitaires et que Jean-Pierre Denis présente les choses comme maintenant, choisissez, soit vous êtes du côté des catholiques d'ouverture, soit vous êtes donc des gentils, soit vous êtes du côté des catholiques identitaires, donc des méchants, alors qu'on pourrait imaginer éventuellement qu'il y ait suffisamment d'espace entre les deux pour se situer autrement qu'entre cette alternative. Nous aussi, on clive. Tu vois, on clive aussi. Je Donc, pense qu'il n'y a pas que mais- Jean-Pierre Denis. On a encore des exemples récents qui font exactement la même présentation dans le sens inverse. dans le sens inverse, oui. Je te Mais on aime concède. tous beaucoup Jean-Pierre ici. Oui, Moi, le y premier, compris, donc. oui. Non, mais, enfin, moi j'aime bien cette présentation parce que je pense que le jeu politique, il a consisté à appuyer sur quelque chose qui était spontané chez l'électeur. Et si on nous a clivés, c'est parce qu'on était naturellement clivés en réalité. Et ça ne va pas disparaître. Aujourd'hui, les chrétiens, par exemple, sont quand même extrêmement perplexes par rapport au gouvernement Macron parce qu'il y a tout un tas de sujets. S'ils arrivent sur la table, on va bien se demander comment ils vont les traiter. Et la probabilité qu'on ne soit pas du tout à l'aise avec ce qui sera proposé, elle est extrêmement forte. Et donc, il faudra bien y venir. Et on a beau se dire que ça serait sympathique d'être peu clivé et de réussir à faire des unions nationales, parce qu'on emploie beaucoup ce terme en ce moment. Moi, je ne vois pas comment elles vont cristalliser, en fait. Hein. D'autant, alors ça, c'est pour les sujets de société, mais sur les sujets d'économie, c'est pas plus simple. C'est pas plus simple. Regardez, comment ils ont pu s'engueuler, si on me permet cette expression dans le direct, pour savoir s'il fallait se passer de 100 000, 200 000 ou 500 000 fonctionnaires. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce n'est pas encore un changement de société ou d'économie. Hein. Et ça a été quand même très fort. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce non-clivage que l'on vit pendant quelques jours, il va voler en éclats parce qu'en fait, les sujets sont très forts et de toute façon, ils nous amèneront à des positionnements qui seront très forts. Sauf si sur le sociétal, par exemple, il dit moratoire de 5 ans. Peut-être que Jean-Louis, puisque vous le connaissez, vous pourriez lui suggérer de dire « Écoute, Emmanuel, il faut cesser de cliver. Oui. Donc, les législations en vigueur Bien sur sûr, la bioéthique, etc., l'euthanasie, tu ne touches à rien, Mais on ça, laisse c'est les une choses en très état, on bonne s'occupe idée. d'autres choses pendant 5 ans. Peut-être c'est que une suggérer idée ça, que- parce que sinon, effectivement, Il paraît que, ça va cliver. il paraît que les conseils passent par Brigitte. Hein. Alors, je n'ai pas son... Alors, faut qu'elle vous soit présente, Je n'ai Jean-Louis. pas Alors, son email ni son parmi numéro de téléphone. Parmi ceux qui nous suivent et qui réagissent, pas mal de questions ou de réactions. Hein. Est-ce que c'est pas un peu dangereux qu'il n'y ait pas d'opposition, justement? Est-ce que ça peut durer longtemps? Un programme qui paraît très léger à certains, avec beaucoup d'improvisation, peut-être beaucoup de théâtre. Là aussi, quelques inquiétudes. Les prières du Padre Xavier pour que le discours que rappelait François Huguenin, ça ne soit pas que des mots. Et puis, une question à l'instant de Tugdual d'Herville, que l'on connaît ici. Macron a peut-être cassé un système artificiel et intenable, mais comment peut-il bâtir sans
dans une vision cohérente de l'homme? Est-ce que on ne sait pas fondamentalement ce qu'il pense? Alors, je me dis qu'à la rigueur, on n'a pas besoin de se précipiter. Aujourd'hui, on peut s'offrir un petit peu de bienveillance. Et quand les choses tourneront vinaigre, eh ben, on sera là, et on sera là éventuellement s'il faut s'opposer. Maintenant, moi, je trouve que il y avait une interview que j'ai découverte grâce à François dans le 1, où il parle de la vérité. Il a un discours qui tranche avec ce que on a entendu pendant des années, avec des choses que j'ai d'ailleurs contrecarrées, pas moi tout seul, mais en tout cas avec lesquelles j'étais en désaccord. Mais effectivement, il parle du relativisme. Il n'y a pas que Benoît XVI qui parle du relativisme. Il y a des choses qui peuvent nous parler. Ça n'est pas une vision de l'homme, mais c'est quand même se dire que les vérités existent. Ça nous semble une donnée de base. C'est pas une donnée de base dans la société. C'est déjà un début. Après, effectivement, on va voir. Moi, ce que je trouve simplement, c'est que il n'est pas interdit d'espérer, et que véritablement, c'est espérer sans naïveté. Emmanuel Macron, je lui fais pas le crédit de tout réussir, mais bon, offrons-nous quelques jours. En se disant que ça peut marcher. D'une récré d'espérance. Je peux comprendre la question de Tugdual, mais en même temps, à Esprit, on a connu aussi ce problème avec le personnalisme de Mounier. Parce qu'au fond, qu'est-ce que le personnalisme? On s'est dit à un moment. Et Ricoeur nous a aidés avec un article qui se trouve dans l'un des volumes de lecture. Il y a lecture 1, 2, 3, ce sont des articles réunis. Et c'est un article qui s'appelle « Meurt le personnalisme, vive la personne ». Et c'est un article assez éclairant, quoi, parce que, d'une certaine manière, il ouvre quand même le champ, parce qu'aujourd'hui, nous, à Esprit, parfois, il y a des gens qui nous disent « Mais où est votre personnalisme ?» Mais moi, je dis souvent « Mais tout le monde se réclame de la personne, sauf qu'on n'en fait pas la même chose. » Hein, les mêmes qui défendent la personne peuvent, je vais être vraiment brutal, les mêmes peuvent défendre et l'euthanasie, et le soin de la personne, et l'accompagnement jusqu'au bout. C'est un peu ça notre situation tout de même. Hein. Et alors, je trouve, c'est un peu là-dessus qu'il faut aussi que nous, catholiques, nous planchions, nous travaillions, c'est-à-dire qu'on réfléchisse. C'est pour ça qu'il a raison. Hein, c'est pour ça qu'il a raison, c'est-à-dire que le défi qu'on a aujourd'hui, c'est comme on a des problèmes forts et qu'on a des visions très individualisées. Voilà. Alors, quand on les critique, on les dit relativisées. Mais bon, finalement, chacun a le droit d'avoir une opinion. C'est vrai que mon opinion est la bonne, mais donc tous les autres sont relatives par rapport à moi. Mais comme elles sont toutes relatives, alors sur les sujets les plus graves, parce que quand même, les conséquences d'un vote sur une opinion, quand il s'agit d'euthanasie, c'est pas gratuit. Hein, il en va quand même de la vie d'une personne, donc c'est pas tout à fait rien. Et ben c'est pour ça que moi je pense que une société qui a la maturité de comprendre que sur des sujets graves, la vraie option politique, c'est parfois ne pas le traiter trop vite. Ça serait quelque chose de très intéressant. D'autant qu'on n'est pas d'accord sur la personne et sur l'homme. Mais bien sûr. Ce que vous soulignez, Jean-Louis, c'est une sorte d'impasse intellectuelle ou de faillite intellectuelle qui est celle, d'une certaine manière, de l'humanisme moderne chrétien. C'est-à-dire que tout le monde est humaniste. Donc, je ne sais pas ce que le christianisme apporte de plus à l'humanisme tel qu'il est. Pareil pour la personne. Tout le monde est d'accord sur la personne, mais on dit tout et son contraire à partir de là. Et on se retrouve confronté à un problème. Aujourd'hui, c'est l'articulation de la personne et de la société, et le sens du collectif. C'est là que ça fait mal. Hein. C'est pas tellement sur la valorisation du moi, aujourd'hui, le problème. Et je fais remarquer quand même que quand Tugdual d'Herville a posé cette question, elle est lourde. Et il y a eu un certain silence, il y a eu une ou deux secondes. C'est Erwan qui a eu le courage d'y répondre, parce qu'il touche deux doigts, il a mis le doigt là où ça fait mal, précisément. Je voudrais dire, je pense que la question de Tugdual est très importante, mais je voudrais un peu renchérir sur ce que disait Jean-Louis. Attention à ce que nous, catholiques, nous ne tombions pas dans un piège qui est celui de l'illusion. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, avec nos petites forces, changer toute la société. Et il faut que nous soyons toujours à la fois ces veilleurs qui puissions apporter une parole qui est la nôtre, et en même temps que nous soyons là dans la société telle qu'elle est,
on ne va pas élire un président de la République parce qu'il va changer l'anthropologie de nos concitoyens. Ça, je n'y crois pas une seconde. Et malheureusement, dans les débats entre cathos ces derniers temps, c'est ça qu'on demande au président. C'est pas ça qu'on demande à un président. On n'élit pas le pape de Rome, on élit un président de la République. Il ne va pas changer l'anthropologie de la modernité. Ce n'est pas vrai. Et si on attend ça d'Emmanuel Macron, c'est sûr qu'on sera déçu. Donc, où est le curseur ? Et c'est bien toute la question. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on dise à ceux qui nous regardent, nous écoutent, attention, ne nous trompons pas. Un président de la République, c'est pas le dieu qui est sorti de la machine. C'est pas parce qu'il a un pouvoir un peu monarchique que c'est... Oui, François, ce que tu dis est vrai, mais il faut pas non plus se laisser endormir par le consensus, parce que... il faut parler, c'est pour ça que je disais qu'il fallait donner sa parole, notre parole. D'une certaine manière, dans l'histoire, si on ne combat pas, l'histoire se fait sans nous, et si on ne combat pas, les choses peuvent s'aggraver également. Oui. Donc, voilà, je ne sais pas s'il faut parler de combat. Enfin, c'est un mot sympathique qui montre de l'engagement et du courage. Donc ça, c'est des belles valeurs. Mais si vous préférez. Le sel de la terre, la vertu du sel, c'est pas de pourrir le goût des aliments, c'est au contraire de le révéler. Et moi, je pense que l'action du catholique en politique, elle peut pas se concevoir comme un combat au sens de l'affrontement dialectique. D'abord parce que je trouve que c'est plutôt un héritage marxiste qu'un héritage chrétien, on est plutôt dans la synthèse, mais il est plus dans la contribution, c'est-à-dire dans la manière justement de faire avancer, c'est-à-dire de mettre les conditions qui permettent à chacun de grandir avec cette patience nécessaire. C'est-à-dire que les Américains sont intéressants parce que les Américains, souvent, ils incarnent nos rêves. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Vous avez dans une province quelconque un républicain qui est élu, il flingue les budgets à l'avortement. 4 ans après, qu'est-ce qui se passe ? C'est un démocrate qui reprend le truc. Qu'est-ce qu'il fait ? Il réaugmente les budgets à l'avortement. Est-ce qu'on veut vraiment une société aussi débile ? Enfin, excusez-moi, j'aime beaucoup les Américains, je suis sud-américain plus d'origine, donc mais on ne peut pas arriver à ça. Si la France veut être grande, c'est justement en contribuant à faire des sociétés où la vie individuelle, hélas, trop relatif, réussit malgré tout à construire quelque chose qui ne s'éboule pas à chaque échéance. Et c'est pour ça aussi que le fait d'avoir ce gouvernement qui essaye de fonctionner un peu ensemble, et on verra ce que ça donnera, mais plutôt que de se dire systématiquement, je veux avoir un pouvoir qui soit intégralement de mon côté, et puis 5 ans après, j'ai un pouvoir qui est intégralement de l'autre côté, ce qui fait qu'effectivement, on aboutit à ça, on détricote systématiquement. Avoir ça et se dire aussi, ce que tu disais là, que tout ne se fait pas par la politique. De toute façon, aujourd'hui, gauche ou droite, sur les sujets qui nous préoccupent, on a autant de personnes qui sont en désaccord avec nous que de personnes qui sont en accord avec nous. On ne peut pas se dire, si c'était un pouvoir de droite, alors la bioéthique serait sauvée. Ça n'est absolument pas le cas. Certainement pas. Donc, ce que l'on peut en revanche faire en tant que catholique, en voyant ce que l'état de la loi est, c'est aussi de se dire simplement, agissons sur les esprits et sur les cœurs, pour que, même si le droit existe, on ne l'utilise pas. Qu'à la rigueur, on se dise, au fur et à mesure, le droit à l'avortement existera, mais si on peut ne pas l'utiliser, c'est pas une mauvaise chose. Et de la même manière pour d'autres droits. Sans oublier que parmi les électeurs catholiques, il y en a aussi qui pensent qu'il y a d'autres choses qui sont prioritaires que ces sujets-là. Et donc, j'ai bien aimé le « nous » inclusif qui sera l'emblème de cette soirée. Merci d'être venu partager ces réflexions avec, vous l'avez dit au début, après une campagne extrêmement violente, y compris à l'intérieur du monde catholique, et une espèce de résurgence de tentation d'excommunication mutuelle permanente qui a été assez pénible. En tout cas, d'avoir pu exprimer les uns et les autres votre point de vue dans une relative sympathie dont j'espère qu'elle était manifeste pour ceux qui nous ont suivis. Merci à eux et rendez-vous, bien entendu, le mois prochain dans les canapés de Déo et Débat. Merci à tous. Bonne soirée.